Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. En 2019, la France comptait seulement 30% de directrices de recherche. 30%, c'est aussi la proportion de filles en option maths expertes en terminale en 2021. Dans de nombreuses disciplines scientifiques et à plusieurs niveaux d'études, la parité n'est pas observée. Quels sont les freins pour atteindre une représentation égale des femmes et des hommes dans les carrières scientifiques? Quelles actions mettre en place dans les écoles pour permettre l'accès aux sciences pour toutes, mais aussi dans les laboratoires de recherche pour trouver des femmes aux postes les plus élevés? Le 11 février dernier, comme tous les ans, c'était la Journée internationale des femmes et des filles en sciences. Une journée marquée par des actions de sensibilisation à la parité femmes-hommes au sein des disciplines scientifiques qui sont menées par divers instituts de recherche, laboratoires et universités, mais aussi par l'UNESCO qui œuvre pour l'accès à l'éducation de toutes les femmes et filles dans le monde. Alors même avec quelques jours de retard au Labo des Savoirs, il est toujours temps d'en débattre avec Sophie Conchon, directrice de recherche INSERM au CR2TI et responsable Pays de la Loire de l'association Femmes et Sciences, ainsi que Béatrice Marticorena, directrice de recherche CNRS au LISA et coprésidente du comité parité-égalité au CNRS. Une émission enregistrée au Muséum de Nantes Métropole dans le cadre de ces conférences étonnantes qui ont lieu une fois par mois et dont vous pouvez retrouver toute la programmation sur leur site internet. Une émission qui a connu quelques soucis techniques que nous vous prions de nous pardonner et qui, nous l'espérons, ne gâcheront pas votre écoute. Bonne émission au Labo des Savoirs. Tu aimes les sciences et tu cherches un bon prétexte pour aller rencontrer celles et ceux qui la font? Tu as envie d'écrire et de prendre le micro pour parler de sciences, de toutes les sciences? Nous sommes à ta recherche. Le Labo des Savoirs recrute des étudiants et des étudiantes pour renforcer son équipe. Pousse les portes du labo et rejoins-nous. Je suis Sophie Conchon et donc je suis la représentante de l'association Femmes et Sciences pour la région Pays de la Loire. Donc cette association a été créée au début des années 2000 par des femmes scientifiques de tous horizons. Elle compte actuellement plus de 400 voire 450 adhérentes, membres partout en France. Et les missions principales de l'association sont de promouvoir les sciences chez les femmes et d'inciter les jeunes et les filles plus particulièrement à s'engager dans des carrières scientifiques et techniques. Donc Béatrice Marticorena, je suis coprésidente du comité parité-égalité du CNRS. Donc c'est un comité qui est composé de 2 membres de chaque institut du CNRS et dont le comité est en lien direct avec la direction du CNRS et l'objectif c'est d'être force de proposition pour des mesures qui concernent la parité et l'égalité au CNRS. On travaille avec la mission pour la place des femmes au CNRS qui a été créée en 2001, qui fait un travail de constat, de mise en place d'indicateurs de suivi de la parité, qui fait aussi de la recherche sur la parité et sur le genre. Donc c'est le bras armé du CNRS en la matière. Et la mission pour la place des femmes a également mis au point le plan d'action du CNRS et au comité parité-égalité. En plus de faire des propositions, on veille et on évalue l'efficacité des actions qui sont mises en place au CNRS. Et j'ai oublié de dire que nous sommes donc un homme et une femme à la tête de ce comité qui est également paritaire. Le son des sciences au Labo des Savoirs. Donc vous êtes également toutes les deux des scientifiques qui évoluent dans vos laboratoires respectifs. Est-ce que vous avez peut-être dans votre carrière ou même pendant vos études été confrontés à des stéréotypes ou à des représentations des métiers scientifiques qui finalement ne correspondent pas forcément à votre réalité? Alors, en ce qui me concerne, je veux dire, quand j'ai choisi de faire des études scientifiques, je me suis bien rendu compte qu'on n'était pas
aussi représenté que les garçons à l'université. Le laboratoire dans lequel je travaille et où j'ai été recrutée, quand je suis arrivée, il y avait 2 femmes et du coup, quand j'ai été recrutée, on a augmenté de 50% les effectifs féminins, ce qui était un score fantastique. Et aujourd'hui, on est un laboratoire de 150 personnes et au niveau des permanents, on est à parité, sans que ce soit vraiment l'effet d'une action ou d'une politique volontaire, mais il faut croire qu'il y a un climat dans ce laboratoire qui est tel que les étudiantes se sentent à l'aise pour venir faire une thèse chez nous, pour ensuite candidater, et on arrive à ce résultat. Avec un léger biais encore sur les rangs A, en fait, où on n'est pas encore à parité. Donc les rangs A, c'est les grades supérieurs en termes de hiérarchie dans la recherche. À l'université, on est au départ maître de conférence et ensuite professeur. Au CNRS, l'équivalent, c'est chargé de recherche et directeur, directrice de recherche. Donc on a évidemment un peu moins de femmes directrices de recherche ou professeurs des universités, avec aussi un petit effet d'âge, évidemment, parce qu'on s'est mis à recruter des femmes plus récemment. On a un stock d'hommes qu'il faut du temps pour compenser. Je pense que là où j'étais le plus confrontée à une espèce de cliché, de stéréotype, c'était pendant mon stage post-doctorat, donc après ma thèse, où je suis partie travailler pendant 3 ans dans un laboratoire en Angleterre, où j'étais dans l'équipe de recherche qui était dirigée par un homme qui clairement une fois m'a dit que pour lui il était évident que les femmes étaient beaucoup moins douées que les hommes pour faire de la recherche. Le laboratoire dans lequel j'étais était un laboratoire d'une très grande renommée, et un autre stéréotype, c'est que en fait ce laboratoire a eu 4 prix Nobel, plus que ça en fait. Mais quand j'y étais, il y en avait 4 qui étaient encore là, et c'était tous des hommes en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui démarre même depuis le collège ou au lycée, de peut-être instiller ou faire comprendre aux filles qu'elles n'ont pas forcément leur place? Ça commence plus tôt que ça en fait. Hein. Si vous demandez à des enfants de dessiner ou de vous représenter un scientifique, présente un homme, plutôt avec une barbe, avec une blouse blanche, avec des lunettes, avec des instruments bizarres autour de lui. Voilà, il s'occupe pas forcément de sa famille, pas forcément de ses enfants. C'est un stéréotype qui commence très jeune en fait. On demandait à des garçons et des filles de reproduire une figure. Quand on dit que c'est de la géométrie, les filles réussissent pas très bien. La même figure, si on dit que c'est du dessin, les filles réalisent très bien la figure, voire même mieux que les garçons. Crée cette idée que c'est pas fait pour elles et que elles ne vont pas réussir. Donc ça s'appelle la menace de stéréotype en fait, ce phénomène-là. Il bloque une partie du cerveau au moment du test en fait. Et c'est quelque chose qui est admis. Alors ça a été démontré pour les filles, mais c'est vrai dans d'autres cas aussi. Quelque chose qu'on peut très facilement désamorcer, c'est-à-dire que ce qui est montré aussi dans une étude sur des exercices de mathématiques, si on dit au départ qu'il a été montré que pour ce genre de test, il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons, les filles font aussi bien que les garçons. Oui, c'est vraiment quelque chose qu'on voit spécifiquement ou plus particulièrement dans les mathématiques, dans les sciences de l'informatique et en physique, oui. À tel point que les filles sont absentes des spécialités de mathématiques en terminale aujourd'hui. Oui, absolument. En fait, on se retrouve dès le lycée avec des spécialisations par discipline, avec des filles très présentes dans les matières littéraires, et puis les garçons qui sont majoritaires dans les domaines scientifiques, technologiques, informatiques aussi, qui deviennent l'informatique, c'est vraiment extrêmement discriminant. On voit même qu'elles abandonnent, elles décident entre la seconde, la première et la terminale, ils abandonnent en cours de parcours. D'après les chiffres que j'avais lus, avant la réforme, on arrivait à 90 000 filles qui avaient un bac scientifique, et après, depuis la réforme, on est tombé à 35 000. Donc c'est une diminution de plus de 60% de filles qui ont un bac scientifique. Donc ça veut dire que c'est une raréfaction dans toutes les filières après, scientifiques, énorme. Et puis on parle aussi beaucoup des mathématiques, parce que c'est aussi un critère de sélection, ensuite une double pénalité, pas seulement pour celles qui voudraient faire des mathématiques, mais celles qui veulent faire des sciences en général. Surtout qu'on présente souvent l'orientation, le choix des spécialités comme un choix personnel, comme un choix de préférence, comme si les filles préféraient ne pas faire de mathématiques. Oui, en fait, elles préfèrent pas, c'est-à-dire qu'on leur donne pas vraiment le choix, c'est que depuis toute petite, déjà, en gros, on leur dit les maths, la physique,
que c'est des sciences dures, c'est pour les hommes, quoi. Donc, le lycée, c'est quand même un moment où les adolescents, où ils s'identifient et ils ont besoin, par rapport à leur père, de s'identifier. Pour les filles, le fait d'être angoissée par les maths ou le fait d'être pas bonne en maths, ça fait partie, en fait, de l'identité féminine. Et malheureusement, c'est comme ça qu'elles vont aller vers un abandon des maths dès la seconde. C'est une forme d'autocensure? Alors on peut dire que c'est une autocensure ou alors c'est une censure qui est un peu imposée par la société en fait, parce qu'elles n'ont pas vraiment le choix, quoi. Enfin, Parce qu'on observe par la suite dans les carrières, dans l'enseignement supérieur à la recherche, dans les entreprises, surtout des hommes, donc il y a déjà une division genrée du travail. Mais tout à fait, les représentations, oui. Je veux dire, les métiers, la robotique, l'informatique, c'est pour les hommes. Hein. Et puis le soin, la biologie éventuellement dans les sciences, les lettres, les langues, c'est pour les filles. Hein. Pourtant, les femmes sont majoritaires en termes de diplômés dans l'enseignement supérieur. Et pourtant, on ne les retrouve pas à des postes. Oui. En moyenne, elles sont plus nombreuses à avoir le bac. Elles ont plus de mentions. Elles sont plus nombreuses à faire des études supérieures à cause aussi de cette différenciation par discipline dans les domaines scientifiques. On ne les retrouve pas et on en perd à chaque étape au fur et à mesure qu'on augmente dans les études et ensuite qu'on augmente dans les carrières. Parce qu'il y a une grande disparité entre les disciplines même scientifiques, entre les sciences de la vie, médecine, les maths, la physique. On n'observe pas les mêmes proportions. Si on prend à l'université, par exemple, tout ce qui est paramédical et social, il y a 83% de filles. Médecine, odontologie, 66%. Si on va dans les sciences, maths, physique, là on tombe à 42%. Toutes et encore, après il peut y avoir des différences. Et une autre chose aussi, je trouve qui est intéressante, c'est le fait qu'après le bac, au moment de Parcoursup, les filles vont beaucoup moins tenter d'aller dans les filières sélectives. C'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup plus de garçons en classe prépa ou dans les écoles d'ingénieurs à prépa intégrée. Classe prépa scientifique. Classe prépa scientifique. Oui, pardon. Oui. Dans les IUT, pour les DUT, BUT, il y a que 40% de filles. Donc il y a là aussi une différence importante. Est-ce qu'on voit tout de même une évolution ces dernières années par rapport à cette proportion, avant de peut-être récupérer les dommages qui ont été faits par la réforme du lycée? Oui, moi j'avais vu des chiffres d'un rapport qui avait été fait en 2019, qui disait que la proportion, par exemple, de filles en terminale S était de 47%, et en 94, elle était de 40%. Donc il y a 7 points de gagné en un peu plus de 10 ans. Donc il y a une augmentation, mais on voit que ces augmentations, elles sont quand même là, on gagne 5-10 points par 10 ans. Donc ça veut dire que la parité, l'horizon est loin en fait pour avoir du 50%. Les freins sont encore nombreux. Oui, et puis il y en a, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que même au cours du cursus universitaire, en fait, on en perd des filles encore dans les filières. Donc ça aussi, ça fait partie de ce qu'on appelle le tuyau percé, où en fait, et pour ça, c'est vrai qu'il faut mettre en place des choses pour arriver à non seulement augmenter le recrutement au départ, mais une fois qu'elles y sont aussi, arriver à les maintenir et à faire qu'elles poursuivent dans la voie qu'elles ont choisie. Et une fois, si tout se passe bien, qu'elles arrivent dans le milieu de la recherche, est-ce qu'on observe encore une diminution des effectifs ou on se rapproche de la parité? Est-ce qu'on peut le régler? Sur les du CNRS, en moyenne, on a 40% de doctorantes, on va dire. Quand on regarde les personnels de la recherche, les chercheuses, on est à 35%. Et quand on passe aux directrices de recherche, on est à 20%. On est encore une fois sur ce système du tuyau percé où à partir d'un flux d'entrée donné, de toute façon, au fur et à mesure qu'on progresse, on perd en ligne. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des étapes sélectives, des concours, il y a la sélection, effectivement. Clairement, sur les recrutements, il y a des biais. Aujourd'hui, on demande pour candidater sur un poste de chercheur, sur un poste de maître de conf, on demande quand même un parcours qui est long, qui est difficile, où il faut après sa thèse, séjour à l'étranger, faire un postdoc, montrer qu'on a eu énormément de publications. Donc un système compétitif. Tous les systèmes compétitifs de ce type sont en défaveur des femmes.
C'est aussi des âges où les femmes commencent à se poser des questions, parce que quand on finit sa thèse, on a au minimum 25-27 ans. D'avoir une famille, d'avoir des enfants, ça, c'est pas très compatible avec ce qui est demandé avant même d'avoir un poste permanent en recherche. Il y a des études qui montrent que le fait d'avoir des enfants, donc la maternité, diminue la productivité scientifique des femmes en comparaison à des hommes qui sont pères ou à des femmes qui n'ont pas d'enfants. Alors, quand on parle de productivité scientifique, il faut savoir qu'en fait, on est évalué ou noté ou classé par rapport aux articles qu'on écrit. Donc en gros, c'est ça, c'est le nombre d'articles qu'on a écrits et la valeur de ces articles. Et donc, si on a des enfants, on publie moins, on a moins de publications. Et le problème, c'est que c'est le critère majeur qu'on utilise dans la sélection dans les concours pour les postes. Et donc, c'est le genre de choses qu'il faut modifier, ne pas faire rentrer que ce critère-là, ou pondérer par rapport à d'autres qui peuvent être tout aussi intéressants et compatibles, par contre, avec des vies de famille. Donc, le système actuel de la recherche française, j'imagine, finalement, de la recherche européenne, et pas même mondiale, ne permet pas une équité dans les évolutions de carrière entre hommes et femmes. Alors en fait, il y a de plus en plus de systèmes de contrôle. Donc, par exemple, je cite l'exemple du CNRS puisque je suis au comité parité égalité du CNRS. Il y a des consignes qui sont données dans les jurys de recrutement et des référents parité égalité qui veillent à ce qu'il n'y ait pas de biais et qu'il n'y ait pas de dérive dans la sélection des candidates au recrutement à la promotion et de s'assurer que les personnes recrutées soient en proportion compatible avec le vivier. Et pareil pour les promotions. Donc, il y a ces systèmes de contrôle qui sont effectifs. Dans les instances européennes, l'autre chose aussi, on parlait de nos débuts, je parlais de mes débuts de carrière. Moi, j'ai passé ma thèse devant un jury masculin. J'ai été recrutée par un jury qui était vraiment pas paritaire, dans mon souvenir. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, on candidate face à des jurys qui sont mixtes, qui sont paritaires. On a des jurys de thèse qui sont paritaires. Ça change quand même un peu la façon dont les choses s'organisent. Et donc, il y a un système de contrôle. Au niveau européen, il y a aussi des contrôles sur, par exemple, sur les appels d'offres et le taux de succès à ces appels d'offres qui sont très compétitifs. Il y a des contrôles qui permettent de s'assurer qu'il n'y a pas de biais systématiques tels qu'on les observe quand il n'y a pas de système de contrôle. L'ANR aussi, qui est l'Agence nationale de la recherche, qui est des plus gros pourvoyeurs de financement, sans avoir de référents ou de règles formelles, surveille quand même et s'assure qu'effectivement il n'y a pas de biais. Et il y a beaucoup moins de femmes qui soumettent des réponses à ces appels d'offres. Donc il y a moins de candidatures. Il y a moins de candidatures féminines et pareil pour les promotions, moins de candidatures féminines que de candidatures masculines. Oui, alors c'est vrai que dans les instituts, je vois à l'INSERM, c'est vrai que maintenant il y a des quotas qui sont imposés en termes de promotion, soit qui doivent atteindre la parité, soit qui doivent représenter les quotas qu'il y a dans le vivier, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la catégorie de départ qui demande la promotion. Donc il y a des choses qui se mettent en place pour arriver à rattraper. Oui, un équilibre. Donc je dis ça parce qu'effectivement, on entend souvent dire qu'on favorise les femmes ou que certaines femmes sont recrutées parce qu'elles sont des femmes. Et donc en fait non, on ne favorise pas les femmes, on arrête de favoriser les hommes et on rétablit un équilibre. Un autre équilibre qui aurait mérite à être rétabli, c'est celui de l'égalité salariale, qui malgré tous ces garde-fous n'est toujours pas atteint. Les femmes scientifiques ont en moyenne une différence de salaire entre 3 et 10% même, juste à poste égal. En 2023, enfin pour les études qui sont sorties très récemment en 2023 et 2024. Oui, alors là, effectivement, c'est un écart à poste égal. Donc, en fait, on ne tient pas compte du fait que l'évolution de carrière est plus lente pour les femmes que pour les hommes. On a toujours l'impression que parce qu'on est des fonctionnaires, on est sur les mêmes grilles et on a le même salaire. En fait, ça n'est pas vrai parce qu'on a de plus en plus une partie de la rémunération qui est de plus en plus importante qui est aux primes. Et les critères d'attribution de ces primes, encore une fois, favorisent les hommes. Donc, chez les chercheurs, les maîtres de conférences, ça va être... Les règles ont changé cette année sur ces primes. Ça s'appelait la prime d'excellence. Et qui dit excellence, dit qu'on a tendance quand même à favoriser les femmes. Ces systèmes ont tendance à se corriger. Il y a des statistiques
Il y a des surveillances qui sont mises en place pour faire en sorte que ce soit pas un écart. Et du coup, l'écart, il est surtout très important chez les personnels techniques et d'appui à la recherche. On a des primes plus importantes dans certains métiers, au hasard l'informatique. Des différences de rémunération globale pour les personnels techniques est encore plus importante que sur les chercheurs. Et il y a des petites différences aussi qui parfois sont sournoises et que j'ai découvert puisque le CNRS a embauché un postdoc à la mission pour la place des femmes pour faire un bilan des inégalités salariales. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous connaissent les comptes épargne-temps. En fait, on peut épargner son temps de congé et depuis quelques années, on peut également se faire rémunérer les congés qu'on n'a pas pris. Eh ben, les femmes prennent tous leurs congés, sans doute, parce qu'elles ont beaucoup de choses à faire en dehors de leur travail. Et les hommes non, et les hommes peuvent se faire payer des jours de congé. Et donc, voilà, notamment pour les chercheurs, c'est un facteur de différence qui est assez important. Donc, il y a des différences qui sont nombreuses. Et est-ce que ça rejoint aussi cette idée que les missions des chercheuses et des personnels de recherche femmes diffèrent un petit peu de celles des hommes, c'est-à-dire qu'elles ne font pas que de la recherche et de l'enseignement, mais souvent toutes les tâches annexes qui peuvent exister dans les labos leur incombent. Oui, c'est ça, oui. Et qui ne sont par contre pas valorisées du tout. Pas valorisées. Oui. Tout ce qui est organisation de colloques, vie de laboratoire, voilà, ces choses essentielles qui ne sont pas valorisées, qui prennent du temps. Oui, tout ce qui peut ressembler au travail domestique dans lequel on est expert. C'est donc on peut valoriser nos compétences, mais ça ne donne pas lieu à rémunération. Ouais. Mais sans doute aussi parce qu'on ne prend pas la peine en tant que femme de reconnaître l'importance de ce travail, de l'afficher et de revendiquer effectivement d'être donc reconnue en termes de promotion ou valorisée pour ce qui est du personnel technique en tant que mission d'intérêt qui permettrait d'accéder à certaines primes. Donc, il y a aussi un travail à faire pour redéfinir ces tâches et faire en sorte qu'elles soient valorisées pour établir cet équilibre de rémunération. Et on n'a même pas forcément creusé la question de la différence entre les niveaux de poste, c'est-à-dire qu'une technicienne ou une ingénieure sera moins bien payée que les directrices de recherche ou les postes plus avancés. Oui, sur les personnels techniques, quand on regarde la distribution des personnels dans les grades, on voit que les femmes, elles sont majoritaires dans les grades les plus faibles, les moins rémunérés. Et pour les hommes, c'est l'inverse. On a beaucoup plus d'hommes qui sont ingénieurs et beaucoup plus de femmes qui sont agents techniques, par exemple. Et même, quand bien même on aurait gravi toutes ces étapes, tous ces obstacles, on est arrivé à un poste important dans un laboratoire de recherche reconnu mondialement, internationalement. En 2020, on a eu le Covid. Et il y a eu des études qui sont parues qui ont montré l'impact du Covid sur les carrières scientifiques féminines, mais pas masculines. Effectivement, je pense que la part du poids de tout ce qui est domestique a incombé majoritairement aux femmes et qui, du coup, on est en moins bonnes conditions pour continuer à télétravailler, même à distance. Je crois que dans ces études aussi, on voit que même actuellement, avec une situation qui s'est un peu prolongé sur le fait de systématiser le télétravail. Souvent, les hommes ont chez eux un bureau, un emplacement pour télétravailler, et les femmes beaucoup moins. Donc, c'est-à-dire que même là, il y a une moindre reconnaissance des moyens mis à disposition dans son propre foyer pour travailler. Et dans tous les cas, pendant le Covid, effectivement, je pense que les femmes ont assuré énormément de l'intendance, de s'occuper des enfants qui n'avaient plus d'enseignants et à qui il fallait aussi sans faire classe, mais assurer le suivi scolaire. Et je pense que tout ça a été assuré en majorité par les femmes, même dans les foyers de femmes scientifiques. Et ben forcément, il y a eu moins de temps pour faire des publications, rédiger des projets de recherche, et effectivement, on l'a vu dans les chiffres.
Les voies de la recherche scientifique au Labo des Savoirs. Oui, alors si on parle de l'école, en fait, l'un des premiers rôles modèles, quand même, c'est la maîtresse. Hein. Et il se trouve que les professeurs des écoles, en termes de formation, la majorité viennent de formation littéraire plutôt, hein, ou en tout cas sciences humaines et sociales. Et dans la formation des professeurs des écoles, pour l'instant, en 2 ans, ils n'ont que 13 heures de formation en physique, 13 heures de formation en sciences de la vie et de la terre, et 13 heures en technologie. Donc ça fait 39 heures pour tout ce qui est sciences. Et ça veut dire connaître le cursus de tout ce qu'il y a à apprendre aux enfants de la maternelle au CM2, donc juste déjà le corpus, et en plus toute la didactique de savoir comment apprendre ça aux enfants, 39 heures. Alors que ce qui est démontré, c'est qu'il faudrait 90 heures pour chacune de ces matières. Donc le problème, c'est qu'il y a des maîtres et des maîtresses qui se retrouvent en situation devant leur classe. Ils n'ont pas de formation scientifique, ils savent pas comment faire, et donc ils y vont à reculons. Et ça, en fait, les enfants, ils le sentent très bien. Et donc, la petite fille qui voit sa maîtresse qui n'est pas forcément très à l'aise, et c'est pas de sa faute, avec une expérience ou une démarche scientifique, eh ben, elle va se dire que non, finalement, c'est pas enthousiasmant, elle n'a pas tellement envie de faire ça non plus. Donc voilà, ça c'est pour moi le premier rôle modèle sur lequel il faudrait travailler. J'ai en tête une étude dont je me souviens pas l'auteur, mais où il y a eu des observations comme ça sur un enseignant scientifique, et l'observateur a constaté qu'effectivement, il n'interrogeait pas de la même façon les garçons et les filles, en donnant un peu plus de temps aux garçons, en n'ayant pas le même type d'attente vis-à-vis des filles que vis-à-vis des garçons. Et donc ça aussi, ça conditionne ce que les élèves pensent qu'on attend d'eux et les renforce dans des stéréotypes. Et je crois que l'instituteur de l'étude était lui-même extrêmement surpris, puisqu'il a accepté de faire cette étude. Il était de bonne volonté et convaincu de ne pas être biaisé par ce genre de choses. Et il a bien constaté qu'il l'était aussi. Et je pense que c'est vrai pour tout le monde. Et on peut s'en rendre compte dès qu'on prend un petit peu de recul. Donc, être formé à ces stéréotypes, en avoir conscience, c'est vraiment la première étape pour pouvoir se corriger et faire en sorte ensuite d'avoir des actions les plus neutres possibles, quel que soit le niveau d'éducation. Et Femmes et Sciences intervient pas mal pour ça. Il y a depuis quelques années une journée de formation qui est dédiée aux professeurs des écoles et aussi de collèges et de lycées, qui est maintenant depuis Covid, en fait, ça c'est plutôt un côté positif, elle a lieu en visio et donc elle réunit vraiment beaucoup d'enseignants, et c'est vraiment une journée qui est passionnante, où en fait il y a justement des présentations pour expliquer ces biais implicites, les stéréotypes, comment lutter contre. Et puis Femmes et Sciences intervient aussi dès l'école primaire et pas mal en collège et en lycée pour faire des ateliers justement, des ateliers des stéréotypes pour travailler là-dessus avec les enfants à différents niveaux. Mais c'est vrai qu'il faut aussi augmenter la visibilité des femmes scientifiques, et puis quelles que soient les carrières. Donc c'est vrai que les associations comme Femmes et Sciences font beaucoup de choses. Au CNRS, il y a une exposition qui a été mise en place qui s'appelle XXLE2LE, et qui est une exposition photo avec des femmes scientifiques dans différents domaines, avec des photos souvent assez amusantes et très réussies, où effectivement les femmes posent avec un peu des objets symboliques de leur métier ou de leur discipline. Et ça porte à la fois sur des chercheuses et également du personnel technique. On peut être ingénieur quand on est une femme, et on peut aussi être un très bon personnel de recherche à des grades d'ingénieur d'études ou d'adjoint. Et il faut vraiment montrer qu'il y a des femmes à tous ces postes,
et qu'elles font des carrières passionnantes et qu'elles ont des métiers qui les épanouissent beaucoup. Et donc montrer quand même aussi le côté très... Donc là, on a été vraiment très rébarbatif avec des choses négatives, mais c'est vraiment un métier passionnant, même pour les femmes. Et donc montrer aussi ce côté très positif et le fait qu'on peut s'épanouir dans ces métiers, c'est aussi quelque chose d'important. Et pour revenir sur le rôle modèle, il y a une étude qui a été publiée avec une méthodologie vraiment très rigoureuse et qui compare en fait des classes dans lesquelles il y a eu des interventions de femmes modèles donc à d'autres classes c'était seconde à terminale je crois où il n'y en a pas eu et puis ils ont après en fait accompagné ça de questionnaires pour arriver à voir ce que ça faisait et en fait c'est une démonstration chiffrée et que ça fonctionne, que ça a un effet bénéfique et juste l'une des conclusions c'était que ça avait augmenté de 15 à 20% la proportion de filles qui allaient s'orienter vers des classes prépa, augmenté de 15% dans les classes qui avaient été visitées par rapport à celles qui n'avaient pas été visitées. Donc le fait d'avoir pu rencontrer, poser des questions et d'entendre aussi des femmes scientifiques prendre la parole ont incité des filles à poursuivre dans les sciences. Est-ce que, je vais mettre les deux pieds dans le plat, est-ce que le fait dans les matières scientifiques d'avoir plus de garçons que de filles finalement ne muselle pas un petit peu les filles à s'exprimer, à vouloir participer en classe aussi, surtout quand on sait que les filles réussissent mieux que les garçons dans les matières scientifiques et au bac et par la suite. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin aussi de parfois recourir à de la non-mixité dans les classes mixtes que l'on a aujourd'hui? Alors la mixité, c'est quand même pour moi un progrès majeur hein, sur lequel on peut pas revenir dans l'éducation. Maintenant qu'il y ait certains événements ponctuels qui soient faits en non-mixité, ça existe déjà et ça démontre que ça marche très bien, effectivement, oui. Il y a des événements qui sont en fait faits juste pour les filles. Il y en a pas mal qui sont pour les maths et pour l'informatique en fait, mais ça fonctionne effectivement très bien. Femmes et Sciences est partenaire sur pas mal de ces événements. Il y en a dans différentes villes. Il y en a ici aussi à Nantes. En fait, je pense que la non-mixité peut fonctionner, mais ponctuellement. En complément de tout le temps scolaire qui existe déjà, et peut-être aussi pour permettre un accompagnement plus soutenu auprès des femmes et des filles, et qui viendra en complément aussi des professeurs qui n'ont pas pu être formés. C'est un autre cadre en fait. Je pense que la non-mixité, là, c'est vraiment permettre aux filles d'être, je pense, plus relaxées, parce que en dehors du regard et de l'interaction avec les garçons. Oui, moi j'ai tendance à dire que c'est quelque part un peu une fausse bonne solution, parce qu'autant je comprends bien effectivement le fait de pouvoir être un peu protégé et d'avoir de l'espace, mais en fait ça fait que reculer le problème, parce que dans la vie, on est dans la mixité, donc effectivement même avoir une scolarité par exemple au collège où ça serait pas mixte, après il faudra bien à un moment donné revivre avec des hommes. Et donc je pense que dans l'éducation et dans ces situations-là aussi, on revient peut-être au rôle des enseignants. Il y a aussi l'idée que les garçons doivent laisser la place aussi. Et donc il y a peut-être aussi une façon de gérer ces classes avec peu de femmes qui doit évoluer pour faire en sorte qu'elles aient aussi de la place et qu'elles puissent s'exprimer autant que les garçons. Et que ça puisse se traduire également par leur choix d'orientation par la suite. Qu'elles ne se sentent pas obligées en tant que filles de devoir aller dans des matières non scientifiques. C'est prendre confiance en fait, oui. C'est pas forcément tranché, parce que ça peut être une solution pour éviter les pertes en ligne qu'on a évoquées, mais encore une fois, c'est-à-dire qu'on va colmater des brèches à un certain niveau, mais qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver à l'étape suivante? Est-ce que les pertes sont encore plus importantes? Je n'ai pas d'avis tranché sur la question, et je comprends effectivement par contre l'effet relaxant de rencontres entre filles, où finalement on est sans doute plus à l'aise et on peut aussi plus s'épanouir. Et prendre confiance en soi, je pense que c'est vraiment ça, ouais. Et après cette confiance, faut espérer qu'effectivement elle reste même quand on retourne dans la mixité. Alors justement, par la suite, est-ce qu'il y a encore de tels espaces ou des actions de formation ou de sensibilisation qui sont données dans les organismes de recherche, dans les laboratoires ou à l'université? Il y a le côté mentorat qui est très développé, qui est en train de beaucoup se développer en fait.
Ça se fait pas mal pour dans les universités pour des écoles doctorales, en fait, pour des étudiantes en thèse. Et en fait, le mentorat, c'est permettre d'avoir une mentor, donc avoir quelqu'un qui a une attention particulière, mais qui n'est pas du laboratoire dans lequel on travaille, donc qui est extérieur. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi en fait profiter d'événements où on se retrouve à plusieurs, où on peut discuter de ces problématiques. Donc c'est un soutien, c'est un réseau de soutien. Et puis rencontrer d'autres femmes aussi qui peuvent parler de leur carrière, etc. Donc, Oui, alors effectivement, le mentorat, c'est quelque chose qui se développe et qu'on essaye aussi de déployer pour les jeunes chercheuses, pour qu'effectivement, dans ce système très codifié des attentes pour les évolutions de carrière, elles soient effectivement le mieux orientées possible pour construire leur carrière, construire leur dossier, pour avoir une évolution de carrière équivalente à celle des hommes. Et après, je le redisais, au niveau des recrutements et des concours, tous les jurys sont formés au biais de genre et aux stéréotypes, ont des référents parité, égalité. Donc ça veut dire que sur la question des recrutements, des promotions, il y a un vrai contrôle et du coup un vrai effet sur les taux de recrutement, les taux de promotion qui ont été vraiment très significativement corrigés par rapport à il y a 10 ans par exemple. Il y a des actions également de sensibilisation de tous les directeurs, directrices d'unité. On leur propose également ces formations au biais aux stéréotypes. Et l'idée, c'est aussi que tous les jurys de recrutement aient ce type de formation et également des informations sur l'état du vivier. Parce que sur les concours CNRS où c'est plusieurs postes qui sont attribués à la fois, on peut effectivement en compter qu'on a mis tant d'hommes, tant de femmes. Quand il y a un poste attribué, faire respecter la parité, évidemment, c'est plus compliqué parce qu'on ne va pas couper les postes. Mais donc avoir, avant les concours, l'information sur l'état du vivier, l'état de la parité dans le secteur, ça permet d'intégrer cet élément-là dans les recrutements et les choix qu'on va faire, même quand il s'agit d'un poste. Et donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau du CNRS, pour cette histoire de tuyau percé, au moins pour ce qui relève des responsabilités du CNRS, on essaye de colmater les fuites à chaque niveau. Le point qui échappe encore à ça, c'est l'accès aux fonctions les plus hautes, où effectivement on est aussi sur des plus petits nombres, on est sur du poste à poste et c'est plus compliqué et dans tous les cas on reste limité par le flux d'entrée. En moyenne au CNRS on a 30-40% de femmes candidates et donc on ne peut pas faire plus que ça si on n'a pas plus de candidates. Donc on revient à l'idée qu'il faut vraiment agir également sur le vivier, sur la formation scientifique. Est-ce qu'il faut conditionner, par exemple, les attributions de projets de recherche ou de financement à, sinon la parité, parce qu'elle est difficile à être observée vu le vivier, mais qu'au moins cette proportion puisse être respectée afin de rétablir un petit peu l'ordre et l'équilibre? Ça, c'est très compliqué, en fait, parce que ça dépend de qui fait les demandes. Et déjà, s'il n'y a pas une parité dans les demandes, c'est compliqué d'imposer dans les résultats des financements. Donc ça peut la solution envisagée de forcer une espèce de discrimination positive pour rétablir un équilibre est difficilement applicable. Pour les financements, moi je pense que c'est très compliqué à mettre en place. Après, moi je dis au niveau des financements européens et de l'ANR, le principal problème, c'est vraiment le fait que les femmes ne soumettent pas autant de projets que les hommes. Et donc, ça rejoint un peu d'avoir un suivi du mentorat pour les carrières des femmes. C'est aussi, effectivement, élaborer leurs propres projets de recherche, aller les soumettre et ne pas simplement participer aux projets de leurs collègues hommes, mais prendre le leadership, comme on dit, et vraiment essayer de les mettre en confiance pour qu'elles aillent elles aussi candidater. Je crois qu'il y a quand même aussi une légère augmentation ces dernières années des taux de succès à l'ANR pour les femmes, justement sur les appels d'offres des jeunes chercheurs, jeunes chercheuses, où effectivement il y a une vraie augmentation. Et donc ça veut dire que les plus jeunes générations de femmes chercheuses ont moins de réticence ou ont peut-être mieux compris le système et hésitent moins
à soumettre des projets. Et pour reboucler avec ce que disait Béatrice tout à l'heure, un des éléments importants, c'est la visibilité, de se faire connaître. Et donc pour ça, c'est vrai, le fait que dans les colloques et les congrès, maintenant, on fasse très attention à la parité des intervenants et des présentateurs, présentatrices, est très important parce que ça permet justement à des jeunes chercheuses de pouvoir présenter leurs travaux plutôt que ce qu'elles pouvaient être, et donc de pouvoir se faire un réseau, de pouvoir être connues, et ce qui est un élément très important ensuite dans le développement de projets, le dépôt de projets pour avoir des financements, etc. Et dans les actions du CNRS, il y a par exemple le fait de ne pas soutenir financièrement ou logistiquement de manifestations scientifiques où il n'y a pas des femmes à tous les niveaux, et pas seulement dans le comité d'organisation, mais dans les présentations invitées, dans les comités scientifiques, que ce soit pas effectivement juste la logistique. L'accès au financement est un point important. On est aussi évalué sur notre production en matière d'articles. Il y a des études qui montrent que les femmes sont moins citées de façon assez systématique. Donc il y a aussi, dans le fait d'être visible et de s'imposer, voilà, il faut encore gagner la reconnaissance par nos pairs masculins. Alors ça va pas aussi loin que l'effet Mathilda d'être moins citée, puisqu'on a quand même des publications avec des premiers auteurs femmes, et donc il y en a moins, elles sont moins citées. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut essayer de travailler et de corriger. Donc il y a un véritable enjeu finalement de permettre les conditions, les bonnes conditions pour pouvoir candidater à des postes à haute responsabilité, que ce soit sur la citation des articles, sur les questions de visibilité ou de celles qui portent les projets de recherche finalement. Tout à fait. Ça ne se situe pas que juste à la fin de l'entonnoir. Alors dans ces obstacles, je reviens là-dessus, j'ai un esprit d'escalier, toujours dans les mesures qui peuvent être prises. On a parlé de la maternité et c'est un vrai obstacle à l'évolution des carrières. Donc là aussi, il y a de plus en plus d'instituts au CNRS qui mettent en place des aides pour le retour après un congé maternité. Donc ça peut être des aides financières pour avoir un stagiaire, pour que par exemple pendant le congé maternité, leur étudiant de thèse puisse faire un séjour à l'étranger. Ça peut être du sur-mesure comme dans l'institut d'informatique du CNRS, mais il y a ce regard porté sur, on voit bien que c'est un facteur qui impacte la production, la productivité, je ne sais pas comment il faut le dire, et donc il faut trouver des solutions en fonction des disciplines, en fonction des activités des personnes pour compenser au maximum l'effet de la maternité. Oui, c'est ça. Et c'est aussi mettre en place des crèches pendant les colloques, ce genre de choses, ou des systèmes de garde des enfants pour que les femmes puissent y aller. Et qui peuvent bénéficier également aux chercheurs. Oui, et il faut évidemment que les chercheurs prennent leur congé paternité, oui, que leur compagne soit scientifique ou non. Donc que ce soit par des formations, des actions de sensibilisation, des rapports qui sont menés pendant plusieurs années, on voit bien qu'il y a un début de changement de mentalité, ou du moins une volonté de faire changer les choses. Est-ce que ça suffit actuellement? Est-ce que diffuser des chiffres qui peuvent choquer, le simple fait de dire qu'il n'y a qu'un quart de femmes professeurs d'université, qu'il y a peu de femmes à des postes importants, de montrer des proportions de femmes premiers auteurs moindres, est-ce que ça suffit à engendrer une prise de conscience, notamment dans les postes à haute responsabilité, les directeurs de recherche dans les laboratoires? Ça suffit, peut-être pas. En tout cas, c'est hyper important de le faire. Avant, il n'y avait même pas ça. Le fait d'avoir ces chiffres, en fait, ça permet déjà de se positionner, d'avoir une vision réelle de ce qu'il y a. Ça permet ensuite de pouvoir avoir des objectifs par rapport à ce qui est connu, et puis de pouvoir valider ou non ces objectifs, mettre vraiment des vraies politiques en place. Donc c'est une étape indispensable, parce que ça suffit. Il faut prendre des mesures, mais donc je rappelle que les plans d'action pour l'égalité sont des obligations de nos organismes depuis 2009. Et par contre, c'est vrai que les chiffres permettent effectivement de faire un état des lieux et surtout de surveiller l'évolution. Quand on a des chiffres, on voit que la situation effectivement s'améliore, mais ce qui est parfois un peu déprimant, c'est le rythme de l'évolution. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, imaginez qu'on va atteindre la parité dans 50 ou 80 ans, c'est pas forcément la chose la plus enthousiasmante, mais en tout cas, ces chiffres, ça permet de voir qu'il y a un vrai changement et que quand on prend des mesures,
elles ont un effet. Les consignes données effectivement sur les taux de promotion, les taux de recrutement avec des cibles données en fonction du vivier, c'est un vrai effet et on voit la différence dans les chiffres. C'est un encouragement pour les femmes pour candidater et c'est un vrai vecteur de changement. Mais l'allure à laquelle ça va, effectivement, est parfois un petit peu déprimante. Un petit peu trop lente à notre goût. Est-ce que participer à avoir plus de femmes dans l'enseignement supérieur et à des postes hauts passe aussi par un environnement plus sain de travail et on ne peut pas ne pas aborder la question des violences sexuelles et sexistes qui peuvent se passer et qui se passent aujourd'hui dans l'enseignement supérieur et de la recherche. Et de ce côté-là, ça bouge également depuis quelques années. Avec alors ça bouge aussi, encore une fois, c'est une obligation légale. Et donc, il y a effectivement la mise en place de référents, alors qui sont au CNRS, c'est parité, égalité. Dans les universités, ça inclut effectivement les violences sexuelles et sexistes. Il y a des dispositifs de signalement qui sont mis en place par les universités, par le CNRS, donc avec des cellules d'écoute, et puis avec la prise en charge de signalement pour pouvoir déclencher des enquêtes et pour pouvoir ensuite prendre des sanctions si les choses sont avérées. Mais c'est vrai que ces violences sexuelles et sexistes, en fait, sont souvent représentées comme une pyramide en fonction de leur gravité. Et la non-mixité, effectivement, se retrouve dans les éléments du socle de cette pyramide. Parce qu'effectivement, quand on est dans un environnement très masculin, comme c'est le cas dans certaines disciplines, on se retrouve effectivement dans des environnements qui sont vite sexistes et qui sont vraiment un terreau pour les violences sexuelles et sexistes. Et donc, effectivement, il y a des dispositifs qui sont mis en place parce qu'on comprend mieux pourquoi, dans ces secteurs-là, même les femmes qui finissent par être recrutées ou à faire des thèses finissent par renoncer. La non-mixité, c'est une chose. Ce type de violence, c'est évidemment quelque chose qu'il faut combattre. Mais là encore, c'est vrai qu'il y a eu des études intéressantes, des chiffrées en fait. Il y a une étude de la Fondation L'Oréal là qui est sortie, qui donne un peu le vertige sur les statistiques au sein de des femmes scientifiques. D'après cette étude, enfin c'est pas d'après cette étude, 8 chercheuses sur 10 déclarent avoir vécu personnellement au moins une situation de sexisme dans leur carrière, et 50% plus de 3. Moi, je trouve ça hallucinant. Donc ça, c'est des situations sexistes. 40% des femmes interrogées déclarent avoir été victimes au moins une fois de harcèlement sexuel, physique ou verbal. Et 65% ont considéré que ça avait un effet négatif sur leur carrière. Donc ça veut dire que c'est aussi une explication, un des effets. Encore une fois, si on revient à ce tuyau percé, c'est forcément un élément qu'on doit pouvoir renoncer à aller dans ce type de carrière et à travailler dans ce type d'environnement. Et c'est vrai que la mixité est clairement un frein à ça. Est-ce que finalement l'enseignement supérieur et la recherche, ou la place des filles au primaire, au collège et au lycée évoluera en parallèle de ce qui se passe dans nos sociétés de façon plus générale, c'est-à-dire la prise en compte de la parole des femmes à tout niveau, à tout âge? Est-ce que ça ne se fait pas finalement en parallèle et qu'on ne peut pas avancer dans l'enseignement supérieur et la recherche, à l'université ou au collège et au lycée, tant qu'on n'aura pas avancé de façon générale dans nos sociétés? Le milieu de la recherche, il n'est pas isolé du reste de la société. Donc forcément, l'amélioration qu'il peut y avoir au niveau de la société générale impactera ce milieu-là. Donc il y a effectivement la question du sexisme et des violences. Il y a aussi tout simplement la question des foyers, de la répartition des tâches ménagères, domestiques, quel que soit le terme qu'on emploie, quels que soient les métiers. Ça repose encore aujourd'hui majoritairement sur les femmes, et on voit clairement comment dans les matières scientifiques, peut-être plus qu'ailleurs, ça a un poids très important parce que on est dans un modèle qui réclame de la disponibilité, d'y passer du temps, et aussi parce que c'est une passion qui peut être parfois un peu dévorante et qui est pas très compatible avec le fait de penser à aller chercher ses enfants ou aller faire les courses. Donc ça, effectivement, si c'est quelque chose qui s'améliore au niveau de la société en général, ça s'améliorera également pour les femmes. Donc oui, c'est ces changements généraux de la société qui peuvent aussi améliorer la situation dans l'enseignement et la recherche. Et une autre chose qu'on n'a pas abordée, là on a parlé vraiment du milieu académique, mais il y a des chercheuses aussi dans le privé.
Et je pense que les situations, pour certaines, sont comparables. Il y a les mêmes constats, je veux dire, mais les avancées dans un domaine, dans un milieu, peuvent profiter aux autres aussi et inversement. Et je pense qu'il y a pas mal de choses aussi qui sont faites dans les entreprises pour arriver à atteindre la mixité dans des milieux qui sont pour le moment très masculins, et notamment des démarches en termes de ressources humaines qui pourront bénéficier aussi dans le milieu académique. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que la parité en soi, parce que tout le monde imagine que quand on parle de parité, on veut qu'il y ait 50% de femmes partout. Peut-être 51, parce que peut-être il y a... Et en fait, c'est pas ça. Je pense que l'objectif n'est pas qu'il y ait 50% de femmes partout en sciences, mais l'important, c'est qu'il n'y ait pas de frein, qu'il n'y ait pas d'empêchement, et qu'effectivement, les jeunes filles, les jeunes femmes puissent faire exactement ce qu'elles veulent, qu'elles soient pas privées de carrière scientifique, si c'est effectivement quelque chose qui les intéresse. Et donc, la priorité, je pense, c'est vraiment lever tous ces freins et faire en sorte qu'effectivement, chacun puisse faire ce qu'il veut dans des bonnes conditions. C'est la fin de notre émission et de ce débat passionnant. Merci à nos invités Béatrice Marticorena et Sophie Conchon, ainsi qu'au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes Métropole pour son accueil. Cette émission a été préparée et animée par Dounia Saez et réalisée par Sophie Potvin. Elle est à réécouter sur vos applications de podcast ou sur labodesavoirs.fr. Nos actualités sont sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Blue Sky. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.